le temps, la rue, le stationnement et même dans certains cas le métro. Nous sommes réunis ici ce soir. Qu'est-ce que c'est le micro? Nous sommes réunis ici ce soir pour parler de deux énoncés, de deux initiatives de Stephen Harper. La première, c'est la reconnaissance de la nation québécoise. Et la seconde, c'est le règlement, entre guillemets, du déséquilibre fiscal. Et il s'agit de se demander si c'est une avancée pour les Québécois ou bien si on est en face d'une manipulation des symboles. Il me semble naïvement que poser la question, bon, c'est d'y répondre. Mais je vais voir un petit peu qui arrive. Alors, le panel va être au complet. Poser la question, c'est une première réponse. Mais c'est ça, il y en aura qui en auront d'autres, sans doute. Et les membres de la table ronde vont s'exprimer à tour de rôle. Et ensuite, bien, François Rocher va commenter, amorcer les commentaires, et puis vous pourrez discuter avec eux des différentes opinions que vous avez sur ces initiatives-là qui ont évidemment fait couler beaucoup d'encre et qui sont des sujets, au fond, complexes pour ceux qui ne mangent pas du droit constitutionnel au petit déjeuner tous les matins. Et c'est pourquoi les IPSO ont voulu faire le point sur cette question avec votre aide. Alors, pour avancer et amorcer la discussion, cette table ronde réunit Jocelyne Couture, Henri Laberge et Guy Lachapelle. Alors, Jocelyne Couture, qui parleront dans cet ordre qui est l'ordre politique. Jocelyne Couture, elle est prof de philo à l'UQAM. Les sujets qui l'intéressent sont l'éthique et la philosophie politique. Elle est à la chaire de l'UNESCO sur les fondements philosophiques de la justice et la société démocratique, et elle a évidemment, comme n'importe quel professeur d'université, publié plusieurs articles depuis 1991, autrement, elle serait plus là. Bon. Henri Laberge, lui, a été président du mouvement laïque de langue française, c'est un ancien conseiller de la CLQ, et c'est un des principaux rédacteurs de la charte de la langue française. Quant à Guy Lachapelle, c'est un professeur titulaire à Concordia. Il est secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques. Il a écrit lui aussi plusieurs ouvrages et plusieurs articles pour les mêmes raisons, et par plaisir aussi, sans doute tous les deux. Il est président du comité des affaires internationales du PQ, qui n'existe plus. Comment peut être président du quantité? Il a été. Voilà, il a été. Alors, François Rocher, pour sa part, qui commentera les trois présentateurs, est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Il est directeur du Center for Canadian Studies de cette université. Il est co-chercheur ici au Québec. Bon, il n'y a rien de ça qui est disponible. Bon. Alors, nous commençons avec Mme Couture, que je remercie d'être arrivée, mesdames, juste. Oui, je m'excuse, je n'ai pas voulu créer de suspense artificiellement, mais c'est vraiment, comme vous tous le savez, les déplacements, les transports sont difficiles dans ces jours. Bon, donc, la question qu'on peut soulever ici, Stephen Harper, la reconnaissance de la nation québécoise et le règlement du déséquilibre fiscal, avancé ou manipulation de symboles. Bon, moi, je voudrais parler surtout de la manipulation de symboles. D'abord, parce que je pense que c'est peut-être un peu de ce côté-là qu'on peut trouver une réponse à la question. D'autre part, parce que j'estime que c'est important de comprendre comment fonctionne la manipulation symbolique.
c'est pas seulement une expression ou une expression en l'air, mais ça a un sens assez technique. Et ce que je pense surtout qui est important, c'est de comprendre comment elle peut fonctionner, la manipulation symbolique, comment elle peut fonctionner efficacement et au bénéfice des manipulateurs. Ça, je pense que c'est dans notre intérêt de comprendre une partie de ces choses-là. Donc, d'abord, les symboles. En quoi la nation québécoise et le déficit fiscal sont-ils des symboles? La réponse que je donnerai à cette question-là, c'est que ce sont des symboles en ce sens qu'ils focalisent tout un ensemble d'inspirations et de représentations qu'entretiennent les Québécois. Ils sont en quelque sorte emblématiques de ces aspirations et de ces représentations. L'idée de nation, par exemple, focalise la question identitaire, la spécificité culturelle, historique, linguistique, l'espace communautaire, l'espace territorial, institutionnel. Alors, sur tous ces points, les représentations des Québécois convergent dans l'idée de nation qui devient ainsi un symbole. Pour sa part, le déficit fiscal est emblématique aussi de la relation de dépendance, voire de domination dans lesquelles les Québécois se sentent enfermés par le Canada et qui s'opposent de multiples façons à la réalisation de leurs aspirations. Donc, reconnaître la nation, régler le déficit fiscal, c'est donc agir sur des symboles et, par-delà les symboles, sur tout ce qu'ils symbolisent et sur toutes les façons que peuvent avoir les Québécois de conjuguer leurs aspirations et leur représentation d'eux-mêmes. Voilà donc pour les symboles. Maintenant, la manipulation des symboles. Eh bien, la manipulation des symboles, dans le discours de Harper, je pourrais ici le rappeler parce que bien sûr, ce sont des choses que vous tous connaissez. Dans le discours de Harper, la nation québécoise est reconnue en tant que nation dans un Canada uni. La nation, dans ce discours-là, demeure symbole, mais elle a cessé de symboliser ce qu'elle symbolise pour les Québécois. Ce qu'affirme la nation dans un Canada uni, c'est que la culture des Québécois, leur identité, leurs institutions n'existeraient plus ou ne vaudraient pas la peine d'être reconnues en dehors du Canada. Donc c'est un nouveau symbole qui vient de se constituer et qui est en quelque sorte détourné de sa fonction immédiate vis-à-vis du symbolisme. Le déséquilibre fiscal, pour Harper, ça a été réglé une fois pour toutes, pendant bien entendu qu'Ottawa continue d'accumuler des surplus astronomiques. Donc, pour lui, il est temps de s'attaquer, c'est paroles qu'il a dit, Harper, il est temps de s'attaquer au déséquilibre fiscal entre Ottawa et les citoyens canadiens. Comme si le déséquilibre fiscal pouvait avoir un sens en dehors du contexte des relations entre Ottawa et les provinces. Alors là aussi, le déficit fiscal continue d'avoir une valeur symbolique, mais il a cessé de symboliser ce qu'il symbolisait pour les Québécois, à savoir la relation de domination entretenue par le Canada à l'endroit du Québec. Donc, encore une fois, distorsion des symboles. Les avancées maintenant. Est-ce que la reconnaissance de la nation québécoise et le règlement du déséquilibre fiscal sont des avancées pour le Québec? Bien sûr que non. Je ne peux pas présumer de ce que diront mes collègues ici en réponse à cette question, mais pour moi, il me semble que absolument rien n'a changé au plan politique ou au plan juridique. La question qu'il faut se poser, me semble, c'est la suivante. Est-ce que ces manipulations de symboles pourraient, elles, se traduire dans des avancées pour le gouvernement Harper et le Canada anglais face au Québec? Pourrait-il penser que voilà une façon bien habile et bien efficace de piloter aux Québécois et surtout aux indépendantistes? Pour répondre affirmativement à cette question, si ça pourrait constituer donc une avancée pour le gouvernement et pour le reste du Canada anglais, il faudrait penser que les Québécois ont été dupes de ces manipulations symboliques. Mais comment pourrait-on être dupe de manipulations aussi grossières? Au fond, le fait qu'elles soient si grossières, ces manipulations, ça nous rassure. Évidemment, tout le monde voit que ce sont des manipulations.
Alors, je pense ici qu'il faudrait qu'il serait prudent de se rappeler que les manipulations symboliques dont nous parlons ici s'effectuent dans l'espace symbolique plus vaste, où se déroule l'activité symbolique par excellence, à savoir le langage. Le langage, en tant qu'il permet l'articulation de la parole et du discours, en tant qu'expression symbolique des concepts et de la pensée. Donc c'est un niveau symbolique, non seulement symbolique en soi, mais aussi qui s'inscrit dans un système et dans un espace symbolique qu'est le langage. Et là, je pense que les petites manipulations de marqueurs peuvent devenir peut-être un peu moins évidentes et un peu plus dangereuses. Dans ce domaine, la manipulation se reconnaît, dans ce domaine langagier, la manipulation se reconnaît à la distorsion que l'on fait subir au sens des mots, à la substitution d'un nouveau sens au sens initial ou courant de son mot. La nation ne veut plus dire la même chose. On vient de détourner le sens. Bien sûr, la nation dans un Canada uni, où le déséquilibre fiscal entre Ottawa et les citoyens, ça ne signifie rien. Mais le langage des politiciens, le langage des médias, a tendance à abréger pour produire évidemment des formulations, des formules plus percutantes. C'est ce qu'on dit et ce qu'on entend, et ce qu'entend la population, c'est que M. Harper a retenu la nation québécoise et qu'il a réglé le déséquilibre fiscal. Voilà. C'est de cette façon que la manipulation symbolique peut, je pense, avoir un impact sur les représentations des Québécois. On n'a pas changé politiquement et juridiquement les rapports qui existent entre le Québec et le Canada, mais on a changé le langage. Et on l'a changé à un point tel que ceux-là même qui voudraient encore s'en servir pour défendre les intérêts du Québec ne seront plus. Ce mécanisme de manipulation symbolique, ça s'appelle l'appropriation, le vol, la confiscation du langage. Je voudrais terminer par deux remarques. La première pour dire que la subversion du langage, c'est un phénomène très répandu en politique, évidemment. Depuis l'avènement du gouvernement Charest, par exemple, le Québec n'est plus synonyme d'État québécois, mais synonyme de province de Québec. Avec le règne de George Bush, la guerre a disparu de la surface du globe. Elle a fait place à la libération de l'Irak et à celle des frères afghans. Les mouvements de libération nationale sont devenus des mouvements terroristes. Ce qui est particulier, parce que j'ai appris la confiscation du langage, c'est qu'elle porte sur des expressions qui elles-mêmes réfèrent à des notions symboliques centrales dans les représentations que les Québécois ont d'eux-mêmes. C'est l'identité qu'on manipule en manipulant le langage. Et ça, ce type de manipulation, de confiscation du langage, c'est le propre de tout discours totalisant. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la manipulation du langage peut être une arme à double tranchant. On l'a vu, je pense, au tollé qui a accueilli dans l'Ouest canadien la reconnaissance par Harper de la nation québécoise. Ceux qui ont le plus protesté sont ceux qui prennent encore le mot nation dans son sens initial. C'est dans cette optique que le Bloc québécois a fait le pari que ce sens demeurerait prédominant, le sens initial. Et qu'ainsi on pourrait amorcer doucement, graduellement, un changement dans les attitudes du Canada à l'endroit du Québec. Ce pari-là, je pense, était très risqué et il le demeure. Alors qu'au Québec, on continue à parler comme de fait, comme de faits accomplis du règlement du déficit fiscal et de la reconnaissance de la nation québécoise. C'est le nouveau langage, le langage de son sens, transformé, manipulé, travesti, qui risque de prendre le dessus, avec toutes les réductions que cela peut avoir sur les esprits. Alors, M. Herbert? Bon, on ne s'était pas concerté.
Mais je pense que non, j'ai un point de vue un peu complémentaire et parfois divergent. Les deux points, la reconnaissance de la nation. Ça, à mon point de vue, c'est un pur symbole. Je vais revenir là-dessus. C'est pas négliger une chose que de dire que c'est un symbole. C'est très important, le symbole. Mais pour la question du déséquilibre fiscal, c'est pas un symbole aussi fort que la reconnaissance de la nation. Et c'est quelque chose qui devrait normalement mener à déborder le champ symbolique. Je reviendrai là-dessus. Je vais commencer en disant qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur, la portée et la puissance du symbole. Le symbole est souvent plus fort pour susciter l'adhésion à ce qu'il représente que les démonstrations intellectuelles plus sophistiquées. Et les symboles, ce sont d'abord des mots. Des mots qui exercent une fascination d'autant plus grande qu'il est difficile, voire impossible, d'en donner une définition univoque, rigoureuse et universelle. C'est le cas du mot nation. Il demeure tout à fait pertinent et indispensable pour la discussion politique, même si on sait très bien que les gens qui l'utilisent y mettent chacun un contenu légèrement différent. Et même si on sait très bien, par ailleurs, que chaque personne serait obligée de moduler la définition qu'elle en donne selon les applications qu'elle en fait. Ainsi, le mot nation a-t-il vraiment le même sens lorsqu'on parle de la nation française ou de la nation britannique, ou lorsqu'on parle de la nation belge ou de la nation suisse, ou encore lorsqu'on parle de la nation écossaise, de la nation catalane ou de la nation jurassienne. Il ne faut pas en déduire que l'usage du mot nation est non pertinent. Il est tout à fait pertinent, il est de l'ordre du symbolique. Il demeure important, mais avec les nuances que je viens d'avant. Chez nous, jusqu'au milieu des années 60, notre référence nationale, c'était le Canada français. Il y a des gens qui voudraient ressusciter ce nationalisme ethno-culturel, qu'on a appelé le nationalisme, mais qu'on se rappelle que les États généraux du Canada français qui sont tenus en 1967, c'est pas si loin, mais c'était bel et bien les États généraux du Canada français, où étaient convoqués des délégués de toutes les communautés francophones du Canada, en plus des représentants de toutes les régions du Québec. J'étais à ce moment-là militant syndical à la CSN. Et je me souviens d'avoir demandé à Michel Chartrand, qui était un des patrons des États généraux, pourquoi on n'avait pas plutôt convoqué les États généraux du Québec. Il m'avait répondu à peu près ceci, un peu surpris de ma question, qu'il fallait nous reposer sur une légitimité nationale, quitte à parvenir ensemble à la conclusion que le Québec, État national des Canadiens français, doit devenir un pays indépendant. À partir de la fin des États généraux, le concept de nation québécoise s'est imposé de plus en plus, entre autres parce qu'on ne pouvait pas arriver aux mêmes conclusions que les Canadiens français sur l'avenir du Québec. Alors le concept de nation québécoise s'est imposé, mais François Béranger a persisté à se définir comme Canadien français jusqu'à la fin, qui est à affirmer que les Canadiens français du Québec avaient le droit à l'autodétermination politique. Ce qui l'amenait à recommander que seuls les Canadiens français du Québec aient le droit de voter lors d'un référendum sur la souveraineté. Fernand Dumont, pour sa part, estimait qu'il y avait toujours une nation canadienne-française et que la nation québécoise ne pourrait émerger qu'à la suite de l'indépendance du Québec. Alors, pour l'école de pensée à laquelle je me rattache, le concept de nation implique une relation avec un territoire national, avec une tradition juridique nationale, avec des institutions politiques nationales, et généralement avec une langue nationale. Il ne faut pas confondre avec la langue maternelle de la plus grosse communauté ethno-culturelle. Les Canadiens français ne constituent pas une nation parce qu'ils n'ont pas de territoire national qui leur soit propre. Il n'y a pas de corps de loi ou de tradition juridique s'appliquant spécialement à eux. Ils sont soumis aux lois du Canada ou aux lois de chacune des provinces qui sont établies. Ils n'ont aucune institution politique autonome qui leur soit propre. Le peuple québécois peut, quant à lui, être désigné comme une nation, puisqu'il dispose d'un territoire national reconnu, puisqu'il a une langue nationale qui se propose comme langue commune aux diverses composantes de la population, par de là la légitime diversité des langues maternelles, des langues d'usage privé et des langues étrangères apprises. Le Québec peut se considérer comme une nation parce qu'il a ses propres lois,
Bon, là, on parle souvent du Code civil, la Charte des droits et libertés, la Charte de la langue française, mais toutes les lois du Québec représentent cette tradition juridique du Québec et cette tradition législative du Québec. Et des lois qui s'appliquent à l'ensemble de sa population, et il dispose aussi d'institutions politiques autonomes. Le peuple québécois est une nation, puisqu'on dit qu'il a une Assemblée nationale, représentative de l'ensemble des Québécois, puisqu'il a une capitale nationale, puisqu'il a une fête nationale, puisqu'il a une langue nationale, et puisqu'il va réaliser un jour son indépendance nationale. Rappelons que ni Pierre Trudeau, ni Brian Mulroney, ni Jean Charest n'ont jamais voulu célébrer la fête nationale du Québec. Pour eux, le 24 juin, c'était toujours la fête exclusive des Canadiens français. Leur message de la Saint-Jean ne mentionnait même pas que le Québec et ne s'adressait qu'aux francophones de tout le Canada. C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier la résolution de la Chambre des communes reconnaissant le fait que les Québécoises et les Québécois constituent une nation dans un Canada uni. Il faut noter que cette résolution n'aurait jamais pu même être envisagée si le Bloc québécois n'avait réclamé depuis plusieurs années, session après session, une telle reconnaissance explicite. Pour les conservateurs, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique qui les sert sans doute à court terme. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une victoire au niveau symbolique pour les nationalistes québécois. Et cette victoire est une éclatante illustration de la pertinence et de l'importance de l'action du Bloc québécois au Parlement fédéral. Certains pourraient voir dans le dernier membre de la phrase de la Révolution, dans un Canada uni, une atténuation grave du caractère national reconnu au Québec. Mais la résolution ne dit pas que ce caractère national cesserait avec l'indépendance. Elle dit que la nation québécoise existe déjà, même dans le cadre canadien. Même dans un Canada uni, le Québec est une nation. Alors, à plus forte raison, existerait-elle comme nation accomplie si elle réalisait son indépendance nationale? Il serait ridicule de prétendre le contraire. Une victoire au niveau symbolique n'est pas à sous-estimer, mais elle peut perdre de son importance si le symbole n'est pas régulièrement réutilisé pour des combats substantiels. Si le Parlement fédéral reconnaît le peuple québécois comme une nation, il doit concourir au respect, à la promotion et à la protection de la langue nationale. Le gouvernement fédéral doit donc appliquer la Charte de la langue française dans tous les domaines qui relèvent de lui. Il doit reconnaître au Québec des compétences et des pouvoirs qui relèvent du fait d'une nation. Des pouvoirs prépondérants, par exemple, en matière d'immigration, de naturalisation des immigrants, des pouvoirs concernant les relations internationales, etc. Il s'agit d'une initiative du Bloc québécois de chercher à modifier la loi sur les langues officielles pour que celle-ci tienne compte du caractère linguistique distinct du Québec. Et j'estime qu'il devrait avoir plus d'audace encore et plaider pour que la Constitution canadienne elle-même tienne compte du fait national québécois. Ainsi, l'article 133 du British North America Act, je le dis en anglais parce que c'est une loi qui n'a pas encore été traduite en français, devrait cesser de s'appliquer au Québec dès maintenant, dans le cadre canadien, puisque le Québec est déjà reconnu comme une nation distincte, même dans le cadre canadien. Pour modifier l'application au Québec de cet article 133, je prétends, Mme Lajoie pourra peut-être me corriger ou me confirmer mon opinion, mais je prétends qu'il suffirait de l'accord de l'Assemblée nationale du Québec et du Parlement fédéral, puisqu'il s'agit d'une disposition qui ne s'applique à une seule province en particulier et ne touche pas les autres provinces. Cette modification constitutionnelle était déjà réclamée, je le rappelle, par le père de Stéphane Dion, le professeur Léon Dion de retraité mémoire. Elle avait été aussi recommandée par la commission Pépin-Lartz. Ce n'est pas du tout une commission composée d'indépendantistes. On l'a trop vite oublié. Il serait temps de faire, il serait tout à fait pertinent de revenir à la charge. Il y a aussi l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui devrait également ne pas s'appliquer au Québec. Ça demanderait probablement une composition un peu plus difficile pour y arriver. Mais il faut dire que son imposition au Québec est tout à fait illégitime
Puis pas seulement parce que le fédéral nous a imposé une législation, mais parce qu'il s'est accompagné avec le Parlement de Londres pour réaliser ensemble ce que ni un ni l'autre n'avait le moindre pouvoir de faire, c'est-à-dire légiférer dans un domaine de compétence provinciale. Ah oui, l'article 133, c'est l'article... Oui. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai comme l'impression que tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait pas. L'article 133, c'est l'article de la loi constitutionnelle de 1867 du British North America Act qui dit que le Parlement fédéral fonctionne dans les deux langues et que la même règle s'applique au Parlement du Québec. Et puis qui dit aussi que les tribunaux fédéraux fonctionnent dans les deux langues et aussi les tribunaux du Québec. Alors donc, c'est un bilinguisme qui ne s'imposait qu'au Québec, alors que toutes les autres provinces, y compris le Nouveau-Brunswick à l'époque, pouvaient fonctionner uniquement en anglais. L'article 23, c'est l'article qui vient chambouler la Charte de la langue française dans le domaine de la langue d'enseignement. C'est l'article 23 qui vient dire a droit à l'enseignement dans la langue de la minorité d'une province, la minorité de langue officielle d'une province, toute personne qui est de langue de cette langue maternelle ou dont un des membres de la famille a déjà reçu ou reçoit l'enseignement en anglais. Alors, on n'a pas vu tout de suite toutes les portes que ça ouvrait, mais on aurait dû les voir parce que le texte est très clair. Et quand, dernièrement, on a vu la charte, une modification qui avait été amenée dernièrement, parce qu'on s'apercevait que des gens envoyaient leurs enfants dans une école privée non subventionnée en anglais, et ensuite réclamaient le droit à l'anglais pour toute le reste de la famille. Ben, c'est prévu dans l'article 23. L'article 23 dit explicitement cela. Si on ne l'avait pas appliqué avant, c'est parce qu'on voulait laisser sans doute passer les référendums pour ne pas faire peur aux gens, mais c'est expressément ça que l'article 23 disait. Alors, puis l'article 23, donc, il est doublement illégitime, puis c'est ce que je vous expliquais, parce que le statut de Westminster de 1931 avait établi que le Parlement de Londres cessait de légiférer pour toutes ses colonies. Et il s'engageait à ne plus légiférer pour les colonies. Donc, chacune des colonies des anciennes colonies recevait le pouvoir, soit de modifier les lois britanniques s'appliquant à lui, soit de légiférer de façon incompatible, ce qui fait disparaître la loi incompatible, bien sûr. Alors, à ce moment-là, il y avait quand même le cas particulier du Canada, qui, lui, était une fédération, contrairement à la plupart des anciens dominions. Il y avait l'Australie qui était l'Afrique du Sud, mais on a fait un cas spécial pour le Canada, l'article 7. Et l'article 7 dit ce qui est dit des dominions s'applique, ce qui est dit des dominions pour ce qui est du pouvoir de faire des lois qui sont incompatibles avec les lois britanniques, etc. Ça s'applique aux provinces canadiennes dans le domaine de leurs compétences. Et puis, il y a une seule réserve sur la possibilité de faire des lois différentes, c'était les actes de l'Amérique du Nord britannique de 1867 à 1931. Mais il y avait un article qui disait rien de ce qui était dit précédemment n'autorise le fédéral ou les provinces à envahir le champ de juridiction de l'autre. Or, ce qui est arrivé en 1982, c'est précisément ça. Le gouvernement fédéral, le Parlement fédéral n'avait aucune compétence pour légiférer en matière de langue d'enseignement. Le Parlement de Londres n'en avait absolument aucune non plus. Il s'est engagé à ne pas légiférer dans les domaines
qui relevaient des dominants aussi bien que les provinces. Et puis ils se sont mis ensemble pour réaliser ce que ni l'un ni l'autre avait le pouvoir de faire. Alors c'est quelque chose qui doit être dénoncé. Et bon. Et puis là, maintenant, il faut faire du millage sur la reconnaissance de la nation plutôt que de dire le gouvernement conservateur l'a utilisé d'une façon incorrecte. Et alors, à ce moment-là, on se tait, on dit que la nation, c'est pas important, que c'est... non, je pense que le geste qui a été posé est très important, il est majeur, mais il faut continuer à répéter que, étant donné que nous sommes maintenant une nation, c'est-à-dire nous avons été une nation depuis longtemps, mais maintenant que nous sommes reconnus par le fédéral, il faut que le fédéral pose des gestes qui sont conséquents avec la reconnaissance qu'il a portée. Pour ce qui est du déséquilibre fiscal, le mot déséquilibre fiscal, l'expression déséquilibre fiscal est assez revêche. En fait, ça tient à très peu de choses. Le fédéral accumule des surplus exorbitants et les provinces ont de la difficulté à boucler le budget. Alors, est-ce que c'est un pur symbole? Non, ce n'est pas un pur symbole. Là, on aurait pu, sans utiliser l'expression de déséquilibre fiscal, obtenir des résultats qui nous conviennent. Et comment obtenir ces résultats-là? Mais simplement que le fédéral se retire le champ d'imposition et qu'il les laisse occuper par les provinces. À partir du principe que si le fédéral, il n'a pas besoin de tout l'argent qu'il perçoit pour accomplir ses compétences, pour réaliser des choses dans le domaine de ses compétences, il doit se retirer. Et si les provinces n'en ont pas assez pour exercer leurs compétences, ben, elles doivent prendre ce que le fédéral laisse. C'est tout simple que ça, mais je vois que ce n'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et là, c'est même pas un symbole, c'est une supercherie totale. Alors, moi, j'aimerais aussi parler de l'utilisation des symboles que nous faisons dans le camp indépendantiste, mais je reviendrai plutôt durant la discussion. Alors, la chapelle. Mon intervention ce soir, c'est plus d'avoir une discussion avec vous, mais après j'aurais fait ma présentation sur qu'est-ce qu'on doit faire essentiellement. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de discuter sur les conséquences, une fois qu'on a fait le constat, et ça, je suis d'accord sur la question de la nation. C'était une revendication du bloc pendant des années. La différence, je vous dirais, je pense en termes de sémantique, pour les anglophones du Canada anglais, nation, ça ne veut pas dire nation. Nation en anglais, ça veut dire pays. Et au Canada anglais, quand on dit nation, eux, c'est ce qu'ils ont en tête. Ils ne font pas de différence sémantique entre country et nation. Pour eux, nation, c'est un pays indépendant. Le pari politique de Harper, c'est de dire au Canada anglais, les Québécois sont une nation au sens d'un État binational. Donc, et je pense que ce qu'il a voulu reprendre sur la vieille citation de Pearson, que le Québec est une nation à l'intérieur d'une nation, la nation canadienne. Donc ça, je pense que la commission Pépin-Roberts avait noté aussi. C'est ce vieux fédéralisme asymétrique qu'on essaie de remettre en place et que M. Pelletier et M. Charest poussent parce qu'ils étaient d'accord avec les principes d'un fédéralisme asymétrique. Donc, on est rendu dans une nouvelle dynamique d'une reconnaissance. Elle est symbolique, tout à fait. Il n'y a personne qui va contester ça tant qu'on ne voit pas dans les faits et dans les législations des actes concrets. Là où je vais être un peu divergent, je ne pense pas que c'est au fédéral à décider pour nous ce qui est notre nation. C'est à nous de poser des gestes concrets et de pousser le jeu. Si on nous reconnaît quelque chose, il y a des corollaires aussi derrière ça. La reconnaissance internationale du rôle du Québec sur la scène internationale. Prête à ouvrir une délégation du Québec à Washington. Allons-y, ouvrons-la, faisons-le, mettons l'argent. Jouons le jeu à fond. Je pense que c'est ça qu'il faut faire comme stratégie, si on a une stratégie à adopter. Et de dire, ben, vous l'avez reconnu, mais voyons jusqu'où vous êtes capable de la reconnaître. Et donc, on a une stratégie importante de ce côté-là.
c'est pas juste de poser des, je dirais Jean-François Lisée ou d'autres, des gestes de rupture, mais c'est de le faire de manière intelligente, pour aller chercher des gains politiques. Et ça, je pense qu'on n'a peut-être jamais assez fait historiquement. Prenons ce qui passe, mais utilisons-le pour faire d'importants gestes qui vont nous permettre d'avancer. C'est pour ça que je salue quand même, malgré les imperfections, l'idée d'une citoyenneté. Dans plusieurs pays, la nation veut dire citoyenneté. Il y a une équation. Donc, si nation veut dire peuple appartenant à un groupe, donc on peut aller vers une loi sur la citoyenneté. Je ne parle pas de loi de Marois, mais c'est une loi sur l'identité, mais il y avait un volet citoyenneté qu'on pourrait coupler ensemble. Même chose dans d'autres secteurs, l'immigration. Le pouvoir fédéral de dépenser était dans l'accord de Minsk, une des 5 conditions de contrôler. On peut reprendre ce qui était dans Minsk et le pousser encore plus loin. Je pense que ça peut faire partie de la rhétorique et de pousser pour cette reconnaissance nationale. On a eu des débats quand on a créé la Commission de la capitale nationale. Vous vous souvenez que le fédéral disait non, vous n'avez pas le droit de faire ça. On l'a fait, on va le faire, on va continuer de le faire. Il n'y a plus personne qui peut nous dire de ne pas le faire. Donc, il faut poser ces gestes courageux, simplement une reconnaissance pure et simple. Puis on verra, plutôt que d'attendre et d'aller toujours penser que le fédéral va nous reconnaître d'une certaine façon certains droits. Moi, je suis plutôt toujours été de l'école de allons-y, fonçons, regardons, on verra après, puis on gérera, on pourra gérer. Je voulais parler plus, comme on a parlé plus de la nation, je vais parler plus du déséquilibre fiscal. Le déséquilibre fiscal, c'est quelque chose de complexe et qu'à peu près aucun citoyen comprend. Point de départ. Quand vous dites déséquilibre fiscal dans un sondage, les gens vont dire quoi? De quoi vous parlez? De quoi? De quelle chose? Ma thèse de doctorat, il y a 25 ans, presque 25 ans, était sur l'équilibre fiscal au Canada. Donc, je l'avais pris dans l'autre sens en disant, bien, au lieu de parler des équilibres, on va essayer de trouver un nouvel équilibre fiscal au Canada. Cherchons de nouvelles façons de trouver. Donc, ce que ça pose, en fait, quand on parle de déséquilibre, d'équilibre fiscal, vous donnerez des raisons et des causes. En fait, derrière tout ça, c'est le partage des responsabilités entre les niveaux de gouvernement. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, c'est le seul pays que ça fonctionne de cette façon-là. J'aurais pu vous montrer dans différents pays la péréquation. Ça n'existe pas dans tous les pays. Les transferts fédéraux, ça n'existe pas dans tous les pays fédéraux, etc. On a un système complexe qui n'existe qu'au Canada. Et ça, il faut le reconnaître, mais il faut trouver des mécanismes pour ça. Aujourd'hui, quand vous payez de l'impôt, 52 de votre impôt s'en va au gouvernement fédéral et 48 au Québec. Donc, déjà, ça nous dit déjà qu'il y a un déséquilibre d'un certain sens par rapport aux revenus besoins, mais ça, on pourra en parler davantage. Les transferts financiers globaux dans les provinces canadiennes, juste pour vous donner des chiffres, ça représente ce que le fédéral donne, 30 à 40 des revenus des provinces maritimes. Au Québec, on a calculé que c'est rendu 18 % et dans les provinces Ontario, Alberta, Colombie, Saskatchewan, c'est entre 10 et 15 %. Ce qui signifie que l'argent que le fédéral prend et que donne aux provinces, vous voyez le niveau de dépendance. On sait que dans les provinces maritimes, c'est énorme. Mais au Québec, ça représente 18 %, donc on est dans le relais. La péréquation, qui fait partie de l'ensemble des transferts fédéraux, ça nous représente dans notre budget 11 milliards de dollars. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres, là, mais il y a beaucoup de choses dans la péréquation qu'on pourrait discuter. Ça, c'est un premier transfert. Le deuxième transfert, c'est le transfert social canadien pour le financement de la santé, l'éducation postsecondaire et l'aide sociale, 15,5 milliards. Tous les accords administratifs, main-d'œuvre, immigration, infrastructure, logement social, 3,3 milliards. Et tout ça, les transferts, ça représente 16,16 % des dépenses du gouvernement fédéral. Ça vous donne un peu l'idée. Quand on parle de déséquilibre fiscal, ce qui m'agace, c'est toujours de dire qu'il y a de l'argent à Ottawa, puis on voit les surplus, on voit qu'ils ont fait 12, 14, 15, 16 milliards de dollars. De l'autre côté, il faut voir qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour et qu'est-ce qu'on veut vraiment gérer à l'intérieur de ça. Au Québec, la péréquation en 2005, je donne les chiffres de 2005, ça représentait dans nos revenus, sur un budget de 55 milliards, la péréquation c'était 4,7 milliards, le transfert en santé négocié 3,1 milliards,
Le transfert social canadien, qui est éducation postsecondaire et sociale, c'est 962 millions. Tous les autres programmes, 918 millions, ce qui représente un total, ce que je vous disais, de 9,6 milliards, donc 17,4 de nos revenus du gouvernement du Québec. Bon, historiquement, c'est clair. Le gouvernement fédéral, au début des années 60, tous les programmes après partagés, en général, la facture, c'était 50-50. Donc, 50% fédéral, chaque dollar que le gouvernement fédéral mettait, on mettait $1. Aujourd'hui, c'est ça le problème du déséquilibre. Ça représente, le gouvernement fédéral met à peu près 18%. Donc, 18 sous dans le dollar pour l'ensemble des dépenses. C'est ça qui crée un déséquilibre de manière assez claire. En 1995, l'autre chose qui est importante, c'est les coupures dans les transferts aux provinces de 30%. Ça a été la coupure dans le système des CSP. Donc, tout ce qui est santé, éducation postsecondaire et sociale. Donc là, ça a été un manque à gagner important et c'est ça qui a créé encore une pression supplémentaire sur les gouvernements, surtout qu'on avait de la difficulté à aller chercher davantage de revenus. Donc, oui, il y a eu un déséquilibre, c'est créé, mais en même temps, aussi au Québec, il faut bien reconnaître, la santé est devenue, comme dans tous les pays de l'OCDE, une mission de plus en plus importante de l'État au profit de l'éducation qui a subi une baisse de 10% des dépenses d'un pays de l'OCDE, alors que l'éducation, la santé s'est mise à augmenter. Okay. Comment répondre à ces problèmes-là? Bon, il y a la solution fédérale, fédéraliste, je dirais, de M. Pelletier, de dire on a créé un conseil de la fédération. Cherchons à nous entendre avec les autres provinces canadiennes pour régler ça, puis allons-y ensemble, puis demandons un peu plus d'argent. En effet, on n'a pas eu grand-chose, ou on n'a pas voulu intervenir dans certains secteurs pour pouvoir revenir sur les façons de faire. Le gouvernement fédéral a surtout utilisé ses surplus budgétaires pour rembourser sa dette, qui était évidemment très importante à l'époque. Et qui continue d'être importante. Et ça a eu un effet, évidemment, sur la croissance des dépenses au sein des provinces, parce que les transferts, c'est la variable la plus importante explicative de la croissance des dépenses des gouvernements. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres sur les dépenses, etc., mais ce serait intéressant de comparer par région au Canada l'impact que ça a sur la diminution des transferts fédéraux. Il y a une autre situation aussi qui était un peu difficile au Québec par rapport aux autres provinces. Et ça, avant de vous donner des conclusions sur le déséquilibre, il y a une espèce d'illusion fiscale au Québec qui est tout à fait constante. J'essaie d'expliquer différemment. Le problème majeur qu'on a au Québec, c'est que oui, on paye plus d'impôts, mais nos citoyens reçoivent plus de services. Quand on fait le calcul réel, puis vous calculez votre impôt que vous payez et le coût des services que vous recevez via tous les programmes sociaux, etc., garderies que les autres provinces n'ont pas, si on fait toute la liste au complet, l'argent qui vous reste dans vos poches est plus élevé au Québec qu'en Ontario ou en Alberta. Et ça, je le fais à chaque année, le calcul constant, mais ça change d'une année fiscale à l'autre, là, on le fait à peu près tous les 10 ans. Mais de manière objective, il y a cette illusion fiscale qui perdure. Donc, il faut dire aux citoyens, en fait, c'est un peu ça le défi du déséquilibre fiscal, c'est de dire aux citoyens, vous avez des services de qualité, mais vous pourriez en avoir plus. Si on avait plus d'argent, on pourrait intervenir davantage dans différents secteurs, vous offrir de meilleurs services en santé, vous offrir de meilleurs services sociaux, peut-être des assurances médicaments des programmes plus généreux. On pourrait le faire si on avait plus de ressources. Donc ça, il faut toujours faire attention dans cette perspective-là. Oui. C'est pour l'ensemble des ménages ou oui, l'ensemble des ménages. L'ensemble des ménages. Absolument. Et donc, il faut toujours faire cette... Parce qu'on nous rabat tout le temps, oui, on est plus taxé. Oui, mais l'État du Québec intervient beaucoup plus dans l'économie que les autres provinces canadiennes. Les autres provinces confient beaucoup de choses au gouvernement fédéral. Le meilleur exemple, c'est notre rapport d'impôt. M. Duplessis a décidé que nous, on faisait 2 rapports d'impôt au Québec. Mais les autres provinces canadiennes n'en font qu'un seul et qui donne l'autorité et la gestion du rapport d'impôt au gouvernement fédéral. Donc ça, c'est des frais administratifs qui sont beaucoup moins dans notre partie. On a construit un État du Québec, ce qui veut dire qu'il y a un État avec des responsabilités qu'on a voulu se donner parce qu'on est une société et on a un État qui est notre État national. Le déséquilibre fiscal. Les causes du déséquilibre fiscal, j'en ai fait une liste, là, il y en a à peu près toutes sortes.
quand on se met à regarder quelles sont les principales causes, je vais y aller rapidement. Déséquilibre entre les dépenses et l'accès aux sources de revenus. Donc, le gouvernement fédéral a des excédents, les provinces sont déficitaires, donc il faudrait régler ce problème-là. Deuxième cause, les transferts gouvernementaux, intergouvernementaux du gouvernement fédéral aux provinces, ce qui a comme effet, ça c'est souvent ce qu'on mentionne, notre autonomie décisionnelle et budgétaire, qui s'amoindrit, qui est devenue une peau de chagrin, qu'on n'est pas capable de prendre nos propres décisions. Troisièmement, que la péréquation est mal définie ou incomplète. Pour être mal défini, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu même un comité fédéral en 82 qui disait d'abolir la péréquation au Canada, mais de trouver un nouveau système. Mais comme ils n'ont pas été capables de trouver un nouveau système, ils ont gardé la péréquation. Donc, c'est un système à peu près unique au monde. Il n'y en a pas d'autre que ça. Donc, ça fonctionne un peu quand on est rendu, je pense, à 34 facteurs de taxation pour établir combien chaque province devrait avoir. Je sens qu'on pourrait régler ça de façon beaucoup plus simple. Quatrième facteur, le pouvoir fédéral de dépenser. Si on est une nation, puis si on fait, M. Harper a dit, et je pense que dans la symbolique, c'est la prochaine étape, de dire oui, on a reconnu le pouvoir fédéral de dépenser. Oui, mais comment on va le résoudre? M. Harper a dit ça, qu'il allait reconnaître de façon claire le pouvoir fédéral de dépenser prochainement. Qu'est-ce que ça signifie, le pouvoir l'utilisation fédérale du pouvoir fédéral de dépenser, dispersion dans les choix, dans nos priorités versus les priorités fédérales, etc. Et finalement, la dernière cause, c'est ce qu'on mentionne, le besoin supplémentaire. On a besoin de plus de ressources au Québec pour faire tout ça. Les conséquences de tout ça, c'est sur notre gouvernement. Comment le gouvernement du Québec agit. Que peut-il faire? C'est ça la question que je vous demande, en bonne partie. Que peut-on faire aujourd'hui face à une situation comme celle-là? Ce qu'on entend dans les critiques les plus souvent, c'est que les services sont moins efficaces en santé. Les besoins sont mal couverts de nos populations. La perte de notre autonomie décisionnelle et budgétaire de manière globale. Si ce sont des conséquences directes du déséquilibre fiscal, moi je tablerais plutôt que de parler de déséquilibre fiscal, je parlerais de dire aux citoyens, mais dotez-vous d'un gouvernement qui répond à vos besoins. En fait, c'était même la campagne de crise en 1992, qui était basée sur les besoins, qui était de cibler nos messages vers les besoins réels des citoyens au lieu de parler de façon abstraite de différents sujets. Je ne ferai pas un grand débat sur la différence entre le déséquilibre fiscal horizontal et vertical que les fédéraux ont inventé, pour dire que c'est la même chose que des déséquilibres. Je vous rappellerai la commission Séguin, qui disait, qui a été la commission qui a été créée en bonne partie pour étudier le déséquilibre fiscal. Et pour rétablir l'équilibre fiscal, la commission Séguin proposait 4 choses. Que le Québec devrait avoir des moyens financiers supplémentaires. On est tous d'accord. On peut avoir plus d'argent dans nos poches. Modifier les modalités en abolissant le transfert afin de libérer de nouveaux espaces fiscaux. Je ne suis pas sûr que le gouvernement fédéral veut faire ça. Je ne pense pas que le gouvernement du Québec va pousser longtemps pour couper les transferts. En tout cas, on ne voulait pas couper totalement, mais moduler en partie. Améliorer le programme de péréquation que la commission Séguin, au point de départ, voulait abolir, mais qu'on a décidé, elle aussi, de conserver, en disant c'est vrai qu'on en gagne plus qu'on en soit plus qu'on en paye aujourd'hui. Ça, c'est un autre mythe, c'est le fait que la péréquation a été créée après la guerre pour rembourser le Québec sur l'effort de guerre. Et comme les données Statistique Canada commencent juste en 1960, c'est sûr qu'après 1960, on en a reçu plus parce qu'ils nous en devaient l'argent. Ça dépend où est-ce que vous commencez à compter souvent. On va expliquer ça aux gens aussi, mais on a dit toujours, on a plus d'argent que les autres. Oui, mais on a payé en maudit avant. Et finalement, compter le pouvoir fédéral de dépenser, ben là, il va faire poser des gestes concrets au fédéral. Regardez, c'est pas votre niveau de juridiction, puis en éducation en particulier, où là, le gouvernement fédéral a intervenu de manière importante. Ce qu'on s'est fait dire souvent, que le déséquilibre fiscal peut terminer, surtout des fédéraux, ben, vous avez tous les pouvoirs au Québec pour augmenter les taxes. Pourquoi vous ne le faites pas? On a eu la TPS, là. On a eu 2 fois, 2 1%. On n'a rien fait. Le Québec n'a rien fait. Moi, je l'aurais récupéré tout de suite, mais les finances, les 2 taxes. Mais pas nécessairement, je ne sais pas où je les aurais mis, mais j'aurais peut-être convoqué quelque chose, c'est 2 milliards de dollars. On peut peut-être demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils embarquent, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette récupération de 2 milliards de dollars.
pas des baisses d'impôts. Je ne pense pas que c'est la façon efficace de le faire, mais on a des besoins importants au Québec pour réinvestir dans le Québec. Évidemment, tout le monde veut avoir son 1% de taxe, même les alumineries, tout le monde veut, on voit qu'il y a un marchandage autour de 1% de taxe. Il y a peut-être d'autres façons de faire aussi que simplement que d'attendre la taxe miraculeuse. C'est à faire. Il y a peut-être d'autres façons de revoir notre fiscalité pour être un peu plus efficace, et il y en a qui travaillent actuellement sur différents modèles. Donc, augmentons nos revenus, trouvons de nouvelles sources. Sur les dépenses, et ça c'est peut-être l'autre élément, est-ce qu'on peut réduire nos dépenses? Je pense qu'il y a encore de l'espace fiscal. Je ne serai pas populaire en sortant là, mais je pense qu'il y a encore des endroits où il y a encore des dépenses qui sont un peu trop élevées dans notre système de gouvernement. Il y a des places où on peut réduire, être plus efficace. Et je pense qu'il y a une redéfinition à faire. Je pense à Gilbert en particulier, quand les débats durant le congrès au leadership du Parti québécois, on disait nouvelle réingénierie, nouvelle gouvernance, revoir notre façon de faire les choses. Les ministères qui font beaucoup de choses, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être réfléchir à notre façon de gérer. Est-ce qu'on doit avoir un ministère d'éducation, peut-être pas un ministère, quelqu'un qui s'occupe juste de la petite enfance, puis des commissions scolaires, puis de l'éducation supérieure, de la science et de la recherche, comme en 84-85. Il faut revoir nos modèles de gouvernance, repenser à ça. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de sortir de cet imbroglio, ce mythique déséquilibre fiscal qui en fait existe. Mais donc, il faut trouver des pistes de solutions et l'utiliser aussi à bon escient politiquement pour trouver des façons d'expliquer ça aux citoyens. Donc, je pense que si la nation est reconnue, peut-être qu'on pourrait insérer à l'intérieur de la nation une question d'équilibre fiscal aussi, puis trouver des façons, mais c'est un peu difficile derrière une question nationale, mais c'est d'autres moyens qu'il faudra trouver en termes de contrôler. Donc, le prochain, c'est le pouvoir de dépenser. Le prochain livre, on verra ce que le gouvernement fédéral fera. Puis il y en aura d'autres aussi après. Je m'arrête. Alors, moi, j'ai le rôle d'agir à titre de commentateur, et donc c'est, non pas d'animateur, mais de commentateur, et de reprendre un certain nombre d'éléments et de les mettre dans un contexte peut-être un peu différent, de partager mes réflexions autour de ce qu'on a entendu pour ouvrir le débat et finalement soulever aussi peut-être des questions ou alimenter des questions qui pourraient provenir des gens qui se sont déplacés ce soir. Évidemment, le fait que les Ipsos se penchent sur la question des symboles en soi veut dire quelque chose et renvoie à la puissance, on l'a tous mentionné, renvoie à la puissance des symboles. Pourquoi commencer sur cette prémisse-là? C'est pour rappeler que l'action sociale, l'action politique baigne entièrement. La vie politique renvoie entièrement des symboles et finalement se déploie constamment dans l'univers des symboles qui sont pour les citoyens moyens des façons de comprendre ce qui se passe, de se projeter dans l'arène politique, d'y trouver un sens, une signification. Les symboles donc sont majeurs, importants, et les gestes qui sont posés par les gouvernements, et dans ce cas-ci le gouvernement fédéral, les gestes, donc, sont très lourds de conséquences, puisque, comme l'a souligné notamment Jocelyne, ces gestes-là modifient la représentation qu'on a du gouvernement fédéral et de la place du Québec à l'intérieur du Canada. La question du déséquilibre fiscal et de la reconnaissance du fait que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni, ces deux dimensions-là, il pourrait y en avoir d'autres, ne sont pas anodins. Parce qu'il renvoie à la fois, je dirais, un univers symbolique tangible, la question du déséquilibre fiscal et la manière dont on le comprend. Il y a des sous attachés à ça, comme nous l'a rappelé Guy Lachapelle. Donc, il y a quelque chose de tangible, ça passe dans nos poches, ça passe dans notre rapport d'impôt, il y a des données qui circulent, complexes, qu'on saisit plus ou moins bien, tout dépendant de notre compréhension de la macroéconomie et des relations fédérales provinciales. Mais il y a quelque chose de tangible là.
Et donc, ça renvoie à un symbole qui est tangible. Il y a aussi des symboles qui sont intangibles, comme la reconnaissance de la nation québécoise, qui est finalement la définition de qui on est comme Québécois dans l'espace canadien. Le défi de la manipulation des symboles, c'est de s'assurer qu'il y ait, dans le fond, une conformité entre la conduite et les symboles. Puisque je suis commentateur, je ne dois pas parler trop longtemps, je vais me contenter de rappeler quatre éléments ici, avant de me taire. Pourquoi, dans le fond, la reconnaissance de la nation québécoise, ou plutôt que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni, est important? C'est important parce que, de la même manière, donc cette dimension intangible, et pourquoi le déséquilibre fiscal c'est important? Parce que dans l'univers politique, dans la manière dont c'est perçu et rapporté, cette déclaration fédérale est perçue comme une politique, je dirais, réparatrice, un remède. C'est-à-dire que dans l'histoire récente du Canada, le gouvernement fédéral avait refusé de reconnaître l'existence de la nation québécoise. La carrière politique de Trudeau s'est construite sur un antinationalisme primaire contre le Québec, accompagné évidemment d'une volonté de construire la nation canadienne. Mais il y a ici une réparation par rapport à un refus historique. L'échec de l'accord de Minsk et de l'accord de Charlottetown reposait en grande partie sur le refus du Canada de reconnaître le caractère distinct du Québec. Le fait que le gouvernement fédéral, on peut déconstruire la signification réelle des termes qui ont été utilisés l'année dernière par M. Harper, mais dans la perception, disons, généralement répandue, c'est qu'il s'agit là d'un remède, d'une réparation par rapport au tort causé par le passé. Et donc, la puissance évocatrice de la nation québécoise ici est excessivement importante pour beaucoup de Québécois qui voient là, pour la première fois, dans l'histoire récente du Canada, le fait que le Québec est reconnu pour ce qu'il dit être souvent sur la place publique. La force du symbole est importante aussi parce qu'à travers ça, et on l'a souligné aussi, on procède à une relecture de l'histoire. C'est-à-dire qu'on revient, comme le disait Guy Lachapelle, à finalement un univers symbolique qui nous était connu, celui du binationalisme, qui a connu ses heures de gloire dans les années 60, et on remet cette lecture-là à l'avant-scène. Et finalement, le pouvoir, c'est-à-dire l'univers où la manipulation des symboles est important pour le gouvernement fédéral, puisqu'il permet de nommer quelque chose qui était nié dans le passé. Ça se fait de manière tout à fait officielle, c'est-à-dire une déclaration, une résolution adoptée par la Chambre des communes, et une entente, ou en fait un budget, plutôt, qui proclame et qui est rapporté dans les journaux comme étant la fin du déséquilibre fiscal, et rapporté dans ces termes-là. Pour que les symboles puissent avoir une puissance évocatrice majeure, il faut qu'ils soient évidemment relayés par les gens qui le reçoivent. Aujourd'hui, tout à fait par hasard, évidemment, je n'ai pas de collusion avec la presse canadienne, mais un petit entrefilet dans la presse de ce matin où on nous dit quelque chose comme, enfin c'est un petit article que vous avez peut-être lu, qui s'intitule « La reconnaissance de la nation, un an plus tard ». La journaliste ou le journaliste a interviewé Benoît Pelletier, le ministre des Affaires intergouvernementales canadienne, et qui, M. Pelletier, a qualifié cette remémoration, si on veut, de la résolution passée comme étant un geste positif. La reconnaissance de la nation québécoise, c'est un geste positif. C'est une opinion qui est partagée par, nous dit l'entrefilet, par le porte-parole, en fait même par Mario Dumont lui-même, qui y voit un geste d'ouverture. Et donc, pourquoi la puissance des symboles est si importante? C'est parce qu'elle est relayée par des gens qui sont perçus comme étant crédibles pour recevoir cette reconnaissance-là.
M. Pelletier ajoutait qu'il s'agissait là d'une avancée importante pour le Québec. Là, je n'invente rien, moi, que le journaliste ait mal reporté les propos. Évidemment, ça pose un problème pour le mouvement souverainiste, puisque, comme le disait Jocelyne, non seulement on modifie le sens des mots, mais on s'approprie des symboles qui, essentiellement, faisaient notre force. Or, la question qui était celle de Guy, que faire, qui était avant celle de Guy, celle d'Émilie, il y a évidemment, moi je pense qu'il y a trois choses importantes à souligner. Je ne prétends pas avoir la solution. Mais je pense que la force du symbole, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le fait qu'il puisse y avoir une adéquation, une conformité entre la conduite et ce à quoi ça renvoie. Donc, je pense que pour déconstruire ou pour montrer que cette reconnaissance-là est faite, il faut forcer l'adéquation entre le discours annoncé par le gouvernement fédéral et la réalité politique. Que le Bloc québécois le fasse, c'est fort bien, mais évidemment, dans une position d'opposition, c'est-à-dire le fait que c'est un parti d'opposition, il n'est pas en mesure de forcer la main au gouvernement, donc ça risque de tomber à plat. La balle est plutôt dans le camp du gouvernement du Québec, qui devrait forcer finalement à ce que cette reconnaissance symbolique produise des fruits réels à l'intérieur du Québec. Guy a donné plusieurs exemples où tout cela pourrait se présenter. En invoquant à chaque fois le recours au symbole, c'est-à-dire que si le fédéral reconnaît que le Québec est une nation, plutôt que les Québécois sont une nation dans le Canada, conséquemment, pour être cohérent avec le symbole, qui est cette adéquation entre l'énonciation et la réalité, il faudrait qu'il y ait des gestes qui le démontrent. Deuxième aspect qui m'apparaît fort important, c'est aussi de forcer le gouvernement fédéral, Harper, à réitérer ce symbole-là. C'est-à-dire, je pense que ça rencontre sa limite, parce que les sondages et puis la réception de cette reconnaissance officielle, si on veut, dans le reste du Canada, a été très mal perçue dans certains milieux. Et ça a été perçu comme étant un compromis temporaire pour apaiser le Québec et obtenir éventuellement plus de sièges lors de la prochaine élection générale. Mais je pense qu'il faut mettre le gouvernement en porte-à-faux par rapport à ses propres bases électorales en le forçant à réitérer ce symbole-là pour qu'on y voit sa limite. Parce qu'un symbole qui n'est pas réitéré, qui n'est pas répété, qui n'est pas nommé et renommé, perd de sa puissance, devient en fait non seulement désuet, mais insignifiant. Donc, il ne devient plus un symbole. Et l'histoire récente canadienne est pleine de symboles insignifiants. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais en 1995 ou 1996, le gouvernement fédéral de Jean Chrétien avait adopté la déclaration de Calgary, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, où on reconnaissait le caractère distinct du Québec parmi l'une des multiples caractéristiques du Canada. C'est mort au feuilleton parce que ça n'a jamais levé. C'était un geste symbolique insignifiant puisque jamais réitéré. De la même manière, la Chambre des communes a adopté une résolution qui finalement allouait à toutes les provinces un droit de veto advenant de futures négociations constitutionnelles. Ça n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de modification constitutionnelle à moyen ou à long terme. Et donc, ce symbole-là n'est pas réitéré, perd de sa signification. Troisièmement, je vais terminer dessus. Je pense que la puissance et la grande force de Mulroney, vous voyez, là, c'est la page qui va envoyer mon espace mental, mais la puissance du gouvernement Harper, ça a été évidemment d'utiliser ce langage-là. Mais, et donc, la portée du geste est dans l'univers symbolique et la réponse du gouvernement ou des forces souverainistes doit elle aussi être dans le même univers, dans l'univers symbolique, dans l'univers des symboles. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Guy, mais à mon avis, ça tombe à plat, parce qu'on est dans une démonstration rationnelle de ce qu'est le déséquilibre fiscal.
alors qu'il faut démontrer qu'il n'y a rien de tangible derrière ce symbole fédéral-là. Hein, et envahir, nous aussi, ou pénétrer, utiliser le même niveau de discours, le discours symbolique, pour s'attaquer à une appropriation symbolique, pour pouvoir mettre deux symboles tout aussi puissants les uns que les autres, l'un que l'autre, l'un face à l'autre. Voilà. Merci.